sex bomb. You're a sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. Et ça, c'est nouveau que les cancérologues le conseillent à leurs patients. C'est une nouvelle étape qui a été franchie dans ce sens? Dans ce sens, et surtout en hématologie, il faut savoir que maintenant, William, on installe des vélos d'appartement dans les chambres confinées pour les personnes qui sont atteintes de leucémie ou de lymphome, ce qu'on appelait à l'époque les chambres stériles. Ouais. Et bien maintenant, dans les chambres stériles, dans de nombreux centres, on a un vélo d'appartement et 2 fois par semaine, eh bien, un entraîneur spécialisé qui a suivi une formation sport et cancer, parce que ça existe, à l'université, pour des programmes spécifiques, eh bien, ces patients reçoivent la visite 2 fois par semaine de leur coach qui vient leur prévoir un plan d'activité physique. Et les spécialistes sont formels, ça permet de limiter les effets secondaires des traitements, ça permet de limiter la fatigue, de limiter la fonte musculaire. Parce qu'imaginez ces patients qui sont en hématologie peuvent rester pendant 3 semaines, alité 3 semaines dans leur chambre. Ça donc fait on circuler évite le sang, et on évite la fonte musculaire. Or, on sait que le muscle est très important pour notre santé. Alors, l'un des derniers centres équipés, c'est le centre Antoine Lacassagne à Nice. Et on s'est invité dans une séance. Nous sommes ici au centre Antoine Lacassagne, dans le service d'hématologie, et nous prenons en charge les maladies du sang, comme des leucémies, comme des lymphomes agressifs. Ce sont des maladies lourdes qui nécessitent des hospitalisations fréquentes et parfois longues, qui peuvent aller jusqu'à 1 mois. En 2010, nous avons commencé à équiper les chambres de greffe avec des vélos. Depuis quelques mois, nous avons ouvert une nouvelle unité de greffe qui est plus grande, plus moderne, et nous avons passé un cap dans l'activité du sport et dans le cadre du traitement des hémopathies. Bonjour. Nous avons maintenant un éducateur médico-sportif qui nous permet d'avoir un suivi personnalisé des patients au jour le jour pendant toute la durée de la greffe, en les conseillant sur l'activité qu'ils peuvent faire et surtout en la modulant en fonction de leur fatigue et de leurs résultats biologiques et médicaux. Concrètement, l'éducateur passe voir les patients au moins 2 fois par semaine, leur donne le programme dans le secteur stérile et il les conseille de façon très rapprochée sur ce qu'ils peuvent faire pour limiter la perte de poids, améliorer l'état général et le bien-être. Inspirez, un petit peu plus rapide. Voilà, et vous relâchez. L'activité physique, très clairement, ne remplace pas le traitement. Par contre, ce dont on est à peu près persuadé maintenant, c'est qu'il va permettre d'améliorer la tolérance globale du traitement. Il va permettre de guérir plus vite et chez les patients qui vont rentrer à la maison, d'avoir une récupération de l'état général beaucoup plus rapide. Sur un plan psychologique, un cancer, une chimiothérapie, une greffe de moelle, 1 mois dans une unité protégée, c'est quelque chose de profondément anormal dans une existence. Et le fait de faire du sport, ça va inclure de la normalité dans cette épreuve, dans cet épisode qui est totalement atypique et incongru. On peut constater 2 choses. La première, presque pour l'anecdote, c'est qu'au début, il y a maintenant 6 ans, toutes les chambres n'étaient pas équipées de vélos et certains patients qui devaient revenir faire un 2e séjour exigeaient d'avoir la chambre avec le vélo pour avoir l'activité physique. En moyenne, on sait qu'une greffe, le patient va perdre 3, 4, 5 kilos. Cette perte de poids est divisée par 2 chez les patients ayant gardé une activité type vélo ou un suivi personnalisé. Clairement au centre, l'activité physique intégrée dans le cadre du traitement des hémopathies fait partie du traitement standard. On ne reviendra pas en arrière, c'est un acquis, c'est un point tout à fait important de la gestion des patients et dont on est particulièrement satisfait. Nous, bien sûr, mais surtout nos patients. Attendez, et 2. Oui, c'est bien ça. Ça dure quoi? Une petite demi-heure? Une petite demi-heure. De toute façon, les séances sont vraiment adaptées à l'évolution de la maladie. Bien sûr. Donc, on commence doucement, après une greffe de la moelle osseuse, puis Oui, mais après, tous on les jours, évolue ça qui est bien. tous les jours. Alors, elle peut le faire tous les jours, et puis elle a la visite de son coach qui vient 2 fois par semaine, C'est bien. et on révise le plan. Et surtout, une fois qu'elle rentre à la maison, on s'occupe aussi de son entraînement. Alors, petit détail à propos de ceux qui voudraient s'équiper de ce genre d'engin. Vous savez qu'il y a des écrans sur les vélos. Donc, quand vous ferez ça dans votre chambre, Absolument. vous pourrez regarder Ça tous les fait matins passer le en temps, même temps. et puis on peut... Voilà, exactement. Voilà. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Mon garçon, comment il va? Très bien, merci.
Alors, on commence par qui? On commence par de l'athlète. Je sais que vous êtes impatient d'avoir les résultats du foot, mais on va commencer Oui. par l'athlétisme. Je vais attendre, tant pis. Vous savez que c'est une année importante pour les athlètes. Il y a les championnats du monde qui se déroulent à Londres en août prochain. Oui. Tout le monde a ça dans un coin de sa tête. Hier, il y avait le meeting en salle de Paris-Bercy. On va regarder tout de suite les images avec peut-être l'épreuve la plus attendue. C'était le 60 mètres avec le Français Christophe Lemaitre qui y participait. Le longiligne français va terminer à la 4e place. Son temps, 6 secondes 63. 4e, c'est pas forcément une contre-performance pour lui. On sait que c'est pas forcément sa distance de prédilection, 60 mètres. C'est plutôt destiné aux athlètes plus véloces. Le Cubain a été plus véloce, 6 secondes et 54. C'est lui qui a remporté l'épreuve. Le 60 mètres haies à présent, avec là la victoire d'un Français, pleine piste, Pascal Martino-Lagarde, avec sa queue de cheval. C'est lui qui va remporter la course. Celui qui a les bras jaunes. C'est ça, son temps, 7 secondes 51, deuxième meilleure performance de l'année, donc c'est pas mal du tout. Lui n'a pas réussi à se qualifier pour la finale du 60 mètres haies, mais sa soirée fut riche en émotions. On parle de Ladji Doucouré, l'ancien champion du monde du 110 mètres haies, a annoncé la fin de sa carrière à l'issue de cette saison hivernale. Alors hier, c'était l'une de ses dernières sorties. Il a réalisé 8 secondes 05. Loin de ses meilleurs temps. Alors pour autant, il a 33 ans, c'est un temps honorable. Ladji Doucouré, rappelons-le, un champion du monde en 2005 à Helsinki. Mais oui, vous l'avez compris, son plus beau trésor, c'est la petite Titoune. Voilà, il a reçu une belle ovation du reste du public de Bercy. Ladji Il lui met un Doucouré. casque pour pas que le bruit la dérange. C'est ça, D'accord. oui, impératif, faut y penser. Oui, venez avec On vos peut, casques. on peut emmener Quand vous Titoune avez au des stade, mais applaudissements comme ça, ou que ce soit, pensez aux petits. Qu'est-ce qu'on a d'autre? on arrive au football. Ah, alors. Avec la 24e journée de Ligue 1, on regarde tout de suite les images avec la victoire de Marseille qui renoue avec le succès à domicile. Victoire 2-0 face à Guingamp. Le premier but signé de Bafétimbi Gomis alias La Panthère. Et le deuxième but, c'est pour Dimitri Payet, l'international français. C'est son premier but sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Ah oui, d'accord. Oui, effectivement, le ballon, son coup franc est dévié par un malheureux défenseur de Guingamp. Le carton de la soirée, il est pour les joueurs de Lyon en blanc face à Nancy. On va voir 3 des 4 buts lyonnais de la soirée. Valbuena, Fekir, Depay, l'OL qui s'impose finalement sur le score de 4-0 face à Nancy. Lyon 4e du classement. Et le but de la soirée à présent pour l'OGC Nice. Je vous laisse en profiter, William. Je me tais. Et... Oula. Pas mal. C'est pas mal. Il Oula. est signé Willan Cyprien. C'est l'unique but de la soirée du reste. Et l'OGC Nice qui s'impose 1-0 face à Saint-Etienne. C'est un obus. Ça valait bien un petit check. On appelle ça un check. Un check, oui, d'accord. On check. Les Voilà. Vendée Globes sont tous rentrés ou pas? Non, il reste encore 9 concurrents en mer. Hier, il y a un concurrent hongrois qui a terminé sa course. On va regarder tout ça tout de suite avec le hongrois Nandor Fa qui a donc terminé son tour du monde en 93 jours, 22 heures, 52 minutes et 9 secondes. Il faut être précis. Il est donc 8e du Vendée Globe. Alors il y avait moins de télé, mais les amoureux de la mer sont toujours là pour accueillir les concurrents. Ça, c'est la communauté hongroise, peut-être. C'est possible. Il y avait un Qui est drapeau. nombreuse au Sable d'Olonne. Ah, au Sable d'Olonne, Ouais, oui, oui. on n'en parle Ils pas habitent tous suffisamment. là, dans l'immeuble. Lui, son élément, c'est la neige. Et vous l'avez peut-être suivi sur France 4 hier, le Canadien Eric Gay qui a créé la surprise aux mondiaux de Saint-Maurice. Le Québécois de 35 ans a remporté l'épreuve du Super G. Le premier Français, c'est Alexis Pinturo qui a terminé 6e. Aujourd'hui, ça va aller encore plus vite. Ce sera la descente, les épreuves d'entraînement. Là, c'est de l'entraînement pour la descente. Eh bien, il a fini, là. Il a terminé. Bon, il revient demain? Avec plaisir, si vous le voulez bien, oui. S'il vous plaît. Merci, Arnaud. C'est un saucisson de cheval, un saucisson de cheval que je viens de faire. À cheval, c'est une chanson de saillie, chanson de saillie de cheval. Moi qui suis esthète. Une chanson de saillie. Ah oui, il fallait la trouver, celle-là. Bobby Lapointe, il a inventé des belles choses comme ça. Il paraît que vous êtes de plus en plus nombreux à réduire votre consommation de viande au profit des protéines végétales. Eh oui. Bon, très bien. Eh oui. Alors, on va vous parler donc de ce marché qui se développe de Mais plus oui. en plus avec Isabelle Martinez, c'est celui des steaks végétaux. Alors, à la fois, il y a beaucoup de questions. Hein. Alors, il y a beaucoup Bon, de questions. C'est Déjà, bon, c'est pas bon, ça se mange avec quoi? C'est cher, c'est pas cher?
Exactement. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oui. Voilà, ça reste un petit peu flou pour le consommateur. C'est flou. Ce qui est certain, c'est que, il y a une pénurie à venir de protéines animales. C'est le premier point. De toute façon, ça tombe bien, je dirais, puisque nous sommes en train quand même de réduire notre consommation de viande, que ça soit pour des raisons économiques, pour des raisons éthiques. Il y a eu pas mal d'images quand même d'abattoirs qui ont un peu traumatisé les esprits. Donc on réduit. On est passé, vous savez, en 98, on consommait 94 kilos de viande par an et par personne. Nous sommes passés à 86 kilos. Donc il y a un phénomène lent qui est en train de se mettre en route. Alors maintenant, tout ça c'est très bien, mais on a besoin de protéines. Par quoi remplacer? Qu'est-ce qu'on a à domicile, je dirais? Les algues, bof, on est d'accord. Les insectes, double bof. Ah ben oui, non, mais il y a quand même un petit frein. bien grillé, l'insecte. Mais même bien grillé, quoi. Je veux dire, vous se tapez un petit, je sais pas, un petit verre de farine au petit-déj, c'est quand même pas extraordinaire, même au déjeuner ou au dîner. Donc, qu'est-ce qui reste? Les légumineuses, oui. Tout ce qui est lentilles, pois chiches, pois cassés, et ces fameux steaks végétaux. Déjà, il y a le mot steak, donc il y a un côté un peu, on se dit, c'est une alternative. Puis steak, ça veut dire soja et céréales. Et donc, comme il y a une vraie demande, eh bien, on voit l'offre se multiplier en magasin. Il y a de plus en plus de marques qui, aujourd'hui, nous proposent cette alternative. Donc, par rapport à ça, nous, on s'est posé 2 questions. La première, qu'est-ce qu'il y a dedans? Comment ces steaks sont-ils préparés? Et la deuxième question, est-ce que c'est vraiment une alternative? Réponse en images. Le steak végétal, on va le consommer de la même manière que les protéines animales, c'est-à-dire c'est le cœur du repas. Au quotidien, c'est le cœur de l'assiette. Le steak végétal a le même intérêt nutritionnel que la viande dans la mesure où il est riche en protéines, des protéines végétales de bonne qualité nutritionnelle, et celui que nous fabriquons est plutôt pauvre en matières grasses, donc un bon rapport protéines sur lipides. L'idée n'est pas de substituer les protéines animales par le steak végétal, mais d'alterner les 2 types d'apports de manière à bénéficier des atouts nutritionnels de la viande et des produits d'origine animale, mais aussi des atouts nutritionnels du steak végétal. La richesse en protéines, des acides gras de bonne qualité nutritionnelle et la présence de fibres alimentaires qu'on ne trouve pas dans la viande. Un steak végétal est composé de protéines végétales à hauteur de 60%, le soja par exemple, associé à des légumes, à des céréales et à des épices et aromates. Le développement d'une recette de steak végétal va de 6 à 12 mois en fonction de la complexité de la recette. Pour un steak de soja, nous partons de la graine de soja que l'on envoie sur une presse pour retirer l'huile. Nous obtenons alors la partie riche en protéines de la graine que l'on vient mélanger avec des légumes, par exemple des poivrons, avec des céréales, par exemple du quinoa. Et nous obtenons alors un appareil que l'on vient former et que l'on vient cuire. Ensuite, nous le conditionnons pour le proposer à nos consommateurs. Notre dernière innovation est un pavé de soja et quinoa. Et nous avons toujours notre gamme historique avec des steaks de soja, curry, tomates basilic, fines herbes et une déclinaison avec du fromage parce que les attentes des consommateurs sont fortes et que le marché progresse de 15% par an. Sur la recette, on a voulu apporter de la texture, mais aussi du croquant. C'est un produit de consommation courante, il peut donc être consommé par tout le monde, y compris chez l'enfant, après la diversification alimentaire. La diversité alimentaire, c'est un petit peu de tout tous les jours. Combien de fois par semaine pour le steak végétal? Je dirais 1 à 2 fois par semaine, en alternance avec les autres sources de protéines. Le steak végétal que le consommateur va acheter doit contenir plus de 10 grammes de protéines par portion, idéalement autour de 15, et plus de protéines que de matières grasses. Bon, alors... C'est comme ça qu'il faut choisir. Il y a M. Vigneault, il n'est pas d'accord. Il dit c'est pas un steak, ça. Il a raison. C'est une galette. Il a raison. Alors c'est plein de protéines, ça c'est vrai. Oui. Mais steak végétal... Steak, ça sous-entend viande. C'est vrai que ça se veut être une alternative à la viande, mais ce n'est pas de la viande. C'est du soja, en l'occurrence, pour la marque que nous avons consultée, et des céréales. Alors, comment bien choisir, en tous les cas, en rayon? Il faut choisir celui qui a le plus de protéines et le moins de graisse. Sur 100 grammes de galettes, oui, on peut appeler ça une galette. Voilà, de galettes, sur 100 grammes de galettes, il faut prendre celui qui a au minimum 15 grammes de protéines et moins de 10 grammes de matière grasse. M. Vigneault, il appelle ça une galette, lui. Ben, je pense qu'il a raison. C'est qui c'est? Il a raison. Non, mais un boucher peut-être. C'est mon boucher, M. Ah Vigneault. ben voilà.
Eh ben, vous lui direz qu'effectivement, il a raison. Je vais lui dire, il a toujours raison, M. Biguet. Pour notre rendez-vous quotidien au-delà de nos frontières, c'est à peu près à la même heure chaque jour, je vous propose une destination à laquelle vous n'avez peut-être pas pensé, mais c'est à la montagne. Vous direz, bon, ben ça c'est bien, c'est de saison. Oui, mais c'est dans le Caucase au sud de la Russie, avec de toutes nouvelles stations de ski. Vous ne le saviez peut-être pas, notre correspondant sur place, lui, Dominique Derdin, le savait. Alors, est-ce que ça a un lien avec les Jeux Olympiques de Sochi d'il y a 3 ans? Question posée à Dominique. Bonjour. Bonjour William. Oui, effectivement, les Jeux Olympiques d'hiver de Sochi en 2014 ont donné envie à beaucoup de Russes de se mettre au ski de descente, alors que traditionnellement, les Russes sont plutôt des amateurs de ski de fond. Puis il y a eu la crise économique, la chute du rouble, qui ont rendu beaucoup plus cher les vacances dans les stations de sport d'hiver en Europe, en France, en Suisse, en Italie ou bien en Autriche. Et tout cela combiné fait qu'il y a de plus en plus de gens qui vont faire du ski dans le Caucase. Et depuis 5 ou 6 ans, on a vu éclore comme ça un peu partout, pas uniquement dans le Caucase, mais un peu partout en Russie, dans le sud de la Sibérie, dans l'Oural, mais surtout dans le Caucase. On a vu éclore de nouvelles stations, comme la petite station d'Arkis, dans la République, tenez-vous bien, de Karatchayevo-Tcherkessy, c'est au sud de la Russie, à l'ouest du Caucase. Et c'est dans cette petite station d'Arkis que j'ai eu le plaisir de réaliser ce reportage avec Volodya Polyansky. Il y a 5 ans encore, il n'y avait ici que des pâturages. Arkhis est la dernière née des stations de sport d'hiver dans ces montagnes du Caucase. Chaque week-end, chaque jour, durant les vacances scolaires, ils sont des milliers à profiter de ces installations dernier cri, comme cette télécabine fabriquée en France qui, en quelques minutes à peine, monte à 2200 mètres d'altitude. C'est la plus récente et la mieux aménagée, comme celle qu'on trouve à l'étranger. Mais moi, à l'étranger, je n'y suis jamais allé. Les skieurs, pour la plupart, viennent des villes des environs à 2 ou 3 heures de route. Pour une trentaine d'euros par jour, 14 km de pistes s'offrent aux amateurs. Des pistes plutôt faciles et ça tombe bien. Beaucoup ici sont des débutants. Pour les skieurs confirmés, les amateurs de sensations fortes, il faudra attendre encore un peu, jusqu'en 2020 si tout va bien, et l'ouverture de pistes noires sur des pentes bien plus raide. Arkhis, pour l'instant, n'est qu'une petite station, familiale et décontractée. Pour moi, l'important, c'est qu'on puisse faire des choses en famille. Il n'y a rien de mieux pour ça que de passer les vacances ensemble, surtout des vacances sportives. Les promoteurs n'ont pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin. Ils misent sur 45 000 visiteurs quotidiens dans les 10 ans à venir. De quoi il espère créer jusqu'à 10 000 emplois dans cette petite république où le chômage est le problème numéro 1. Chaque année, on ouvre de nouvelles installations. Et d'ici quelques années, notre petite station n'aura plus à rougir face à la concurrence internationale. Avec des sommets à près de 4000 mètres et de la neige à profusion, Arkhis voit l'avenir en blanc. Comme ces villages des Alpes ou bien des Pyrénées qui, dans les années 60 et 70, ont tout misé sur le tourisme. Alors Dominique, on le voit dans le reportage, c'est surtout pour l'instant une clientèle locale, il y a peu d'étrangers semble-t-il. Ouais. Et s'il y a tout ce qu'il faut pour les accueillir, je ne sais pas moi, une infrastructure hôtelière par exemple? Oui, ça commence, William. Il y a eu dans cette petite station d'Arkhis où nous avons filmé, mais dans les autres aussi qui commencent à éclore un peu partout. Il y a quelques hôtels, quelques restaurants, quelques cafés. Ça commence, il y a des magasins, il y a des magasins de location de ski, de matériel, on peut y acheter des vêtements. Il y a à peu près tout ce qu'il faut pour aller y faire du ski, même les mains dans les poches quand on vient de Moscou ou bien d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y a peu d'étrangers tout simplement parce que c'est loin quand même. Imaginez que pour venir rien qu'à Moscou, depuis les principales capitales européennes, il faut 3 ou 4 heures d'avion. Ensuite, il y en a encore 2 pour descendre dans le sud. Ensuite, 3 heures de voiture. Ça fait quand même une trotte. Et puis, le coût du visa, du transport, tout ça mis bout à bout, c'est sûr que ça coûte largement aussi cher que d'aller faire du ski dans les Alpes, les Pyrénées, les Vosges ou le Jura. Et malgré tout, comme on le disait dans ce reportage, le Caucase, c'est une chaîne de montagnes absolument magnifique et très peu développée. Ça ressemble vraiment à ce que pouvaient être les Alpes il y a 50, 60 ou 70 ans, avant les constructions de toutes ces stations. Et c'est absolument superbe. C'est une nature très sauvage qui se découvre en hiver, au printemps, à ski, mais aussi à pied durant l'été. Voilà, donc c'est un bon début à suivre. Merci beaucoup Dominique, à la semaine prochaine. Bonne journée.
À la une avec des gens qu'on ne connaît pas. Non, mais on va quand même en parler, parce Oui. qu'on va en entendre parler toute la journée. On va même commencer par une petite évocation historique, William. Oui, allons-y. Vous savez que sous l'Ancien Régime, figurez-vous que les comtes fiscaux voyageaient avec le roi, c'est-à-dire qu'ils les emmenaient avec eux partout où ils allaient. Et puis un jour, au XIIe siècle, au cours d'une bataille entre la France et l'Angleterre, on a perdu les comptes. Alors, les comptes. Oui, tous les comptes fiscaux. Donc on s'est dit, il faut les rendre sédentaires, il faut les mettre à un endroit, et c'est ainsi qu'est née l'idée d'une chambre des comptes qui a été installée à Paris. Et puis ça a duré pendant des siècles. Et puis après la Révolution, Napoléon a transformé un peu tout ça en chambre des comptes. Ça s'appelle la Cour des comptes. C'est une institution donc chargée de regarder comment est utilisé l'argent public. Alors elle a un patron, on l'appelle le premier président de la Cour des comptes, et ce matin, il fait la une du Figaro. Il s'appelle Didier Migaud. Il a été nommé là par Nicolas Sarkozy. Il est socialiste et il ne va pas se faire que des copains dans sa famille politique parce qu'il balance. Enfin, quand je dis qu'il balance, c'est-à-dire que le 185e rapport de l'institution qu'il préside est assez sévère pour le gouvernement, soupçonné de ne pas avoir dit la vérité sur l'état des finances publiques. Dépenses sous-évaluées, recettes surévaluées, dans les caisses on ne trouve pas vraiment ce qui était prévu, et forcément ça fait de la reprise ce matin nombre de journaux titrant sur cette affaire. Alors l'inventaire le plus détaillé, eh bien ce matin, vous le trouverez dans les pages économiques du Figaro, qui prévient d'ores et déjà qu'il ne faut pas rêver. Quand on nous annonce un déficit de 2,7% pour 2017, c'est de la science-fiction. C'est dommage parce que 2,7, ça nous mettait sous les 3%, les fameux critères de Maastricht. Alors, dans la série Comment jeter par les fenêtres, l'argent par les fenêtres, vous avez la douane, c'est-à-dire que la douane a acheté de beaux avions. Le problème, c'est que ces avions n'ont pas les équipements pour voler, donc ils restent cloués au sol. Ce sont des joujoux qui coûtent le bras d'un œil, si je puis dire, mais ils restent cloués au sol. On a acheté aussi de beaux bateaux, mais les bateaux ne peuvent pas fonctionner. Un autre exemple, eh bien, vous le trouverez dans Les Échos. Alors, regardez cette photo, c'est celle d'un bâtiment particulier, c'est le pôle scientifique et technologique du plateau de Saclay, c'est dans la région parisienne. Alors, on devait y mettre une bonne partie de nos cerveaux, ça marche pas, notamment pas d'après la Cour des comptes, parce qu'ils sont plusieurs à s'en mêler. C'est-à-dire que vous avez dessus le ministère de l'économie, le ministère de l'enseignement supérieur, le ministère de la défense, et en attendant qu'ils se mettent d'accord, le truc ne fonctionne pas et la facture augmente, on en est à 5 milliards. Mais le pompon, c'est quand même Ségolène Royal qui le décroche. C'est en tout cas la conviction de l'opinion et de quelques autres titres de la presse quotidienne ce matin qui reviennent sur l'écotaxe, un fiasco financier dont la facture s'élève à 1 milliard d'euros. Alors l'écotaxe, c'était à l'origine une taxe destinée aux poids lourds. C'est-à-dire qu'elle a été combattue par ceux qu'on a appelés, vous savez, les fameux bonnets rouges bretons. Oui. Ils craignaient que ça pénalise la filière agroalimentaire. Alors, on a rétropédalé et aujourd'hui, il faut indemniser tous ceux qui étaient impliqués dans le dispositif, à commencer par les sociétés de péage, et ça fait quand même pas mal de monde. Et ça rend complètement fou Nicolas Bétou, le patron de l'opinion, qui ce matin se fend d'un édito au vitriol. Et il tente même un rapprochement, alors allusif au 18e degré, avec l'affaire Fillon. Il écrit « Ce genre de dérive, évidemment, n'a rien d'illégal, mais comme on dit dans d'autres affaires, est-ce bien moral ?» Voilà ce qu'il écrit. En tout cas, c'est à nouveau ce beau dessin coloré de CAC où l'on voit le patron de la Cour des comptes s'adresser à Ségolène Royal en lui disant tout ça, c'était pour calmer les bonnets rouges. Elle lui répond parfois, le courage, c'est de savoir capituler. Et là, vous avez François Hollande en robe de chambre qui arrive et qui dit oui, je confirme. C'est vrai qu'un dessin n'est jamais aussi bon que quand il mêle plusieurs actualités. Quoi qu'il en soit, la Cour des comptes met en garde le successeur de François Hollande. Dans les caisses, il ne trouvera pas, qui qu'il soit, l'argent prévu. Mais ça, c'est un grand classique de la vie politique française. Ça permet à chacun de dire à chaque fois « mais c'est pas moi qui suis responsable, c'est mon prédécesseur qui a fait n'importe quoi ». Merci, à tout à l'heure. Bon, pour l'instant, ce sont les 4 vérités. Caroline Roux reçoit ce matin donc Christian Estrosi. Oui, le président de la région PACA, longtemps dans l'ombre de Nicolas Sarkozy, il roule désormais pour lui, pour défendre ses idées. Il publie aujourd'hui même « Il faut tout changer » chez Albin Michel. Tout changer, ça tombe bien parce que c'est l'état d'esprit des Français.
Bonjour Christian Estrosi. Bonjour Caroline Une Roux. fois n'est pas coutume, je vais commencer cette interview par un sondage ELAB qui donne François Fillon derrière Marine Le Pen et derrière Emmanuel Macron à 18%. Est-ce que vous parleriez d'état d'alerte dans l'opinion pour la cote de popularité et les intentions de vote de François Fillon? C'est l'état de l'opinion d'un moment. C'est une inquiétude forcée dans notre camp politique. En même temps, je regarde ce sondage et je regarde aussi le sondage au deuxième tour, car on sait que les lignes peuvent changer, mais on voit aussi le rapport de force du deuxième tour avec un François Fillon qui est à 56% et une Marine Le Pen à 44%. Comment est-ce que vous le lisez ça? Comment est-ce que vous voyez ce résultat? Regardons le résultat il y a un an, très exactement, aux élections régionales. Il y avait 2 régions en France, le Nord et le Sud, où on annonçait une victoire de Madame Le Pen au Nord et de Madame Maréchal Le Pen au Sud. Xavier Bertrand et moi-même y sommes allés pour essayer d'empêcher cela. Nous avons fait au deuxième tour 55-45. Pas loin de ce que donne ce sondage, peu ou prou. Où est-ce que vous voulez en venir, Christian Estrosi? Je veux en venir simplement au fait que si nous avons réussi à créer les conditions d'une victoire là où la victoire des Le Pen était annoncée, c'est parce que nous avons su trouver les conditions du rassemblement, parler à tout le monde, expliquer qu'il y avait des changements de pratiques qui étaient une exigence, y compris dans la gestion des collectivités locales. Tenez par exemple à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, j'ai mis en place un comité d'éthique sous la présidence de l'ancienne présidente de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence pour veiller à la déontologie de chaque élu qui y siège. Et d'ailleurs, les seuls qui ne se soumettent pas aux déclarations que nous leur avons demandées, ce sont les élus du Front National derrière Madame Maréchal Le Pen. Quand vous dites créer les conditions du rassemblement, ça veut dire qu'il faudrait qu'il intègre le candidat Fillon un deuxième tour où il va falloir aussi faire le plein des voix du centre-gauche s'il était dans cette configuration-là au second tour. C'est ça aussi que vous dites, ça aurait des incidences sur son projet. Je n'ai cessé de dire, et on trouvait que c'était une grossièreté lorsque je le disais clairement le 11 janvier dernier lorsqu'il est venu à Nice, que j'étais bien évidemment un soutien de sa campagne, de la campagne des Républicains, du centre, de la famille politique à laquelle je reste fidèle, mais que parler social ne devait pas être une grossièreté. Parler aux classes moyennes, aux oubliés de la mondialisation, ceux qui sont sur le bord du chemin aujourd'hui et qui ne doivent pas être délaissés pour compte, et que c'est une exigence, ce sont les conditions du rassemblement. En tout cas, moi, je n'entends pas abandonner sur ce chemin-là ce que je suis. C'est d'ailleurs ce dont je parle dans ce livre, dont je veux dire qu'il a été écrit bien avant les primaires, dans cet entretien avec Maurice Zaffran, un journaliste de gauche, avec une confrontation très forte, et qu'il découle de quoi? Il découle d'une profonde réflexion. On va en parler, je vous promets. Il est là, votre livre. Je vous assure qu'on va en parler. J'ai une dernière question. Vous assumez et vous revendiquez depuis toujours ce statut d'élu de terrain, avec l'idée que vous appréciez ce qui se passe au sein même de votre famille politique, peut-être plus que des élus qui sont le plus souvent à Paris. Comment est-ce que vous ressentez l'après-conférence de presse, l'après les excuses de François Fillon? Est-ce que la confiance est revenue? Est-ce qu'il y a encore des doutes? François Fillon a parlé avec vérité, me semble-t-il, en tout cas sa vérité. Il a présenté des excuses et en politique c'est un signe extrêmement noble. Et en même temps, il a reconnu qu'il fallait changer les méthodes, les pratiques. Ce changement de méthode, de pratique, je le réclame depuis longtemps. C'est l'essence même du livre qui paraît aujourd'hui chez Albin Michel. Et c'est de voir dans les jours qui viennent ce que cela donnera. Mais je sais une chose, c'est qu'il y a une colère qui gronde chez les Français. C'est qu'ils ne sont plus prêts à entendre un certain nombre de choses s'il n'y a pas une volonté où l'on fasse que tout soit décapé, qu'il y ait un grand nettoyage de fond pour que nous changions les méthodes et les pratiques dans notre pays. Il faut tout changer. Voilà ce que vous voulez nous dire ce matin. On y vient. C'est un entretien avec le journaliste Maurice Zaffran. Il sort ce jour, ce livre-là. Est-ce que vous commencez par vous appliquer cette injonction à vous-même? Il faut tout changer. Est-ce que vous-même, vous avez ou vous allez changer peut-être une manière de faire de la politique? Ce qu'on entend beaucoup auprès des Français, c'est l'idée qu'il faut en finir avec les privilèges.
des élus. Est-ce que dans ce livre-là, il faut tout changer? Il y a aussi cette volonté-là. Lorsque j'ai fait le choix au mois de mai de me consacrer simplement à la collectivité locale, au terrain, à la région, à ma métropole, à ma ville, et de quitter le Parlement avec tous les privilèges dont on parle aujourd'hui et que j'ai décidé de balayer, c'est simplement parce que je voulais rester au contact de cette réalité, celle où on n'est pas dans le commentaire, celle où on est dans l'action. Les Français ne supportent plus les blocages et surtout les engagements pris pendant les campagnes électorales et qui ne sont pas respectés. Pourquoi ne sont-ils pas respectés? Parce que nous voyons que depuis 20 ou 30 ans, quels que soient ceux qui gouvernent, qu'ils soient de gauche ou de droite, c'est la même aristocratie, ce sont les mêmes élites qui restent au pouvoir de tout. C'est un même monsieur Schramek qui, il y a 20 ans, était secrétaire général du Conseil constitutionnel, qui a été directeur de cabinet de monsieur Jospin, qui est président du CSA aujourd'hui, qui a tout exercé. Un même monsieur Pépi qui préside la SNCF sous la gauche, sous la droite, sous la gauche, sous la droite, sous la gauche. Et que, alors que vous êtes, vous, président de région, président d'une autorité de transport ferroviaire, vous avez 90 jours de grève qui vous sont imposés par la mauvaise gestion de la SNCF. Voilà. Alors le problème, c'est le système. Le problème, c'est ça, c'est ce que vous dites. C'est qu'il faut changer le système de fond en comble et que c'est le seul moyen aujourd'hui de parler aux plus faibles et surtout de donner une chance face à cette élite de cet entre-soi où on essaie de tout bloquer, de faire en sorte que rien ne change. C'est curieux, Christian Estrosi, vous avez le sentiment que les gens qui vous regardent ce matin ne vous mettent pas dans ce sac-là des élites, du système? Il se trouve que je ne suis pas issu de cette élite. Je suis un fils d'immigrés italiens, élevé dans une famille modeste, le Sud-Est. Vous savez, le Sud-Est, dont on sait, où on dit « Ah, vous êtes du Sud-Est, vous êtes donc d'extrême droite. Ah, vous avez parlé sur un plateau de télévision il y a 1 an et demi d'une 5e colonne. Donc vous êtes d'extrême droite. Aujourd'hui, elle a encore frappé au Louvre il y a quelques jours de cela, cette 5e colonne. Et puis en même temps, lorsqu'à la tête d'une collectivité, je reprends au bout de 30 ans la gestion en régie directe des cantines scolaires pour que les enfants mangent mieux sans passer par une société privée, que j'en fais autant pour l'eau pour baisser le tarif de l'eau, que j'en fais autant pour les transports pour faire des transports à 1 euro. On dit mais ce type-là est de gauche, il est socialiste. Non, je suis simplement près des réalités quotidiennes et j'ai dû me battre contre les élites, contre le mépris des élites pendant des années. Ça, vous en parlez dans le livre. Aujourd'hui, vous faire en avez la place souffert au début, aux paysans courageux, aux artisans innovants, aux petits patrons qui essaient d'apporter une part d'innovation dans son entreprise, à la start-up qui, ces 2 jeunes, l'autre jour me disaient, première année, là où je les héberge dans mon hôtel d'entreprise, on a dégagé 90 000 euros de dividendes, on va les réinjecter dans notre entreprise. Eh bien non, ils n'ont pas pu le faire parce que l'État leur a prélevé 24 000 euros d'impôts. À Londres, on leur aurait permis de pouvoir réinjecter 100% de leurs dividendes et ainsi de créer de l'emploi, de la richesse et d'apporter de la croissance et de l'innovation. C'est tout ça qu'il faut changer dans notre pays. Il faut tout changer, je le rappelle, c'est le titre du livre. Un mot sur le carnaval de Venise, c'est ce week-end, les accès aussi... Non, de Nice. De Nice. C'est bien aussi le carnaval de Venise, mais ça vous concerne moins. Le carnaval de Nice, pardon, c'est ce week-end. Les accès au site seront protégés. Est-ce que vous parleriez de dispositifs de sécurité exceptionnels? On sait que les réservations sont très légèrement en baisse par rapport à ce qu'elles ont pu être. Évidemment, les attentats du 14 juillet sont dans tous les esprits. Comment est-ce que vous appréhendez ce week-end pour le carnaval de Nice? Je n'aurais pas accepté l'organisation du carnaval de Nice si, contrairement aux événements passés, l'État et son représentant ne m'avaient pas communiqué tout le dispositif qu'ils mettaient en place, puisque c'est l'État et l'État seul, sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, qui doit garantir la sécurité. Moi, j'apporte les moyens. On a mis 36 portiques de sécurité. On demande aux gens de ne pas venir avec des sacs. C'est un périmètre absolument protégé. Et en même temps, nous sommes à un niveau de 240 000 réservations, c'est-à-dire quasiment la moyenne des 5 dernières années. Par les temps qui courent, l'état d'urgence, et bien que nous restions aussi attractifs, ça démontre aussi que nous restons une ville du monde, un territoire et une région du monde qui attire encore beaucoup de monde. Merci beaucoup Christian Estrosi. C'est à vous William. Merci beaucoup.
Dans l'actualité de la haute gastronomie, ce jeudi 9 février est un moment important puisque c'est aujourd'hui que sort le nouveau guide rouge, vous voyez ce que je veux dire. Alors à l'heure où les restaurateurs français retiennent leur souffle, Loïc Ballet s'est déplacé avec son petit triporteur et est parti à la rencontre du plus célèbre d'entre eux et de son établissement, bien sûr. Alors Loïc, où êtes-vous ? Oui, alors là, William, si je vous dis que je suis dans la cuisine la plus connue au monde, une cuisine triplement étoilée depuis plus de 50 ans, on est chez le père de la cuisine nouvelle, il faut vous imaginer que nous sommes à Collonges, à côté de Lyon. Ça y est, vous avez deviné, William. Ah bah oui, mais Maître Paul, bonjour messieurs. Alors, il nous regarde tous les matins, je vous signale. Vous le savez peut-être pas parce que vous êtes bien jeune, mais ça fait quoi plus de 20 ans, 25 ans qu'il nous regarde. Et ce matin, c'est la sortie de ce guide-là. D'ailleurs, combien sont-ils en France à avoir 3 étoiles au Michelin ? Alors, ils sont 25 en 2016, ils étaient 25 triplement étoilés, établissements triplement étoilés. C'est énorme, mais alors, surtout, si nous sommes ici autour de ce fourneau, c'est parce que ce fourneau, les hommes que vous voyez s'activent depuis plus de 50 ans pour avoir ces 3 étoiles. 52 ans, c'est un record dans l'histoire du guide. Un demi-siècle de guide Michelin, qu'est-ce que ça fait ? Eh ben, regardez ce que ça fait. Ça fait ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Ça fait plus d'1,80 m de guide Michelin. Et là, il y a encore, on s'est arrêté en 2014, mais il y a 2015 et puis 2016, voilà. Et alors, surtout, ce qu'il faut s'imaginer, c'est que M. Paul, il s'est battu pour les avoir. En 64, on pense qu'il y a eu 7 visites d'inspecteurs qui ensuite, en 65, lui ont offert les 3 étoiles. Ce qui a fait de lui le premier chef triplement étoilé de l'après-guerre. Il rentrait dans l'histoire à ce moment-là, en 65. Bien sûr, bien sûr. Alors, vous nous décrivez maintenant cette cuisine qu'on aperçoit autour de vous. Comment ça s'organise ? Et après, nous saluerons les meilleurs ouvriers de France qui sont autour de vous. Ah bah oui. Effectivement. Depuis, en fait, le 19e, Auguste Escoffier organisait ça en poste. Il y a le poste des poissons, qui est juste là. Il est plutôt impressionnant, le poste des poissons. Il y a ensuite la rôtisserie, qui est par là. Suivez-moi, voilà. On a les volailles de Bresse. Ensuite, pardon, monsieur, excusez-moi, voilà. Ensuite, on a les sauces, qui sont là, les viandes, le garde-manger, et enfin, le pass. Et alors là, le pass, c'est la dernière étape. C'est le moment où on envoie les plats en salle. Hein. Et alors, quand on a préparé les plats, qu'est-ce qu'on dit ? On appelle la salle et on dit... Service. Ouais, plus viril normalement. Hein. Plus viril. Voilà. C'est 8h du matin. Et je bronche pas parce que je suis entouré de 3 meilleurs ouvriers de France. T'as intérêt à pas bouger là. Alors l'école tricolore, bien sûr, ce sont l'école des meilleurs ouvriers de France. C'est le club de l'excellence là. Hein. Ah bah c'est le club de l'excellence et justement c'est un des combats de Monsieur Paul. Cette veste, la veste grand chef qu'ils ont et que toute la planète, finalement tous les chefs dans le monde entier aujourd'hui portent, eh bien c'est Monsieur Paul qui l'a imaginé. On est en 76 et en 76 il y a une équipe de football, la SSE, les Verts, je le dis pas très fort parce qu'ici ils sont pour l'OL, mais ils avaient le col tricolore et Monsieur Paul se dit tiens si on prenait justement ce code couleur, il se dirige vers la famille Bragard qui fait des vestes et on dessine cette veste et il s'inspire aussi de la patrouille de France qui justement va faire des tissus très légers comme des toiles de parachute pour justement ne pas avoir très très chaud. Et n'empêche que finalement, grâce à ces vestes, il y a un petit peu de Monsieur Paul dans toutes les cuisines du monde aujourd'hui. Mais bon, si je vous dis tout ça, c'est surtout parce que je suis venu il y a quelques jours et je me suis renseigné. Regardez. There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely. It's a necessary thing. It's a place I made. Pourquoi on vient ici et on débute le sujet ici ? Parce que c'est ici que tout a commencé. Les racines de Monsieur Paul, en fait, elles sont ici ? Ah, bien sûr, puisque les grands-parents de Paul Bocuse et les parents étaient installés ici jusqu'en 1924. On a toujours cuisiné au bord de la Saône, en fait, chez les Bocuse. Depuis plusieurs générations. Et puis aussi, Paul Bocuse, après, a fait son apprentissage chez la mère Brasier au col de la Luère. Ah oui, mère Brasier quand même. Première femme, 3 étoiles. Exactement. Et la mère Brasier lui avait même dit à l'époque, toi, si t'es venu avec ton petit vélo ici, c'est que t'es un gars courageux, je t'embauche. Elle avait du nez, la mère Brasier. Déjà à l'époque. Et alors, il y a quand même un père pour lui spirituel, c'est Point. Fernand Point, la pyramide à Vienne. À cette époque-là, quand il rentre chez Fernand Point, c'est le maître, en fait. C'est le maître. Incontesté. Qu'est-ce qu'il apprend là-bas ? Il allume le feu sacré, en fait ? Il sera vraiment cuisinier. Et il va tout faire pour l'excellence. Et ça a été vraiment le développement de sa carrière. Alors là, c'est la salle de la cheminée. La salle mythique de la maison, c'est celle-ci. Pourquoi ? Quand Paul Bocuse a repris l'affaire paternelle dans les années 56, et c'est ici qu'il s'est installé pour prendre la suite de son repas. Le papa de Paul Bocuse a foulé le sol. Fait. D'ailleurs, le sol est d'époque. Et cette salle, il n'a jamais changé, il ne changera jamais. Racontez-moi, sur ce sol,
tous les plus grands hommes sont passés en plus. C'est aussi une grande dame. Ah, alors des grandes dames, par exemple. Ah bah, une grande dame française, on va citer Brigitte Bardot, par exemple. Il paraît que les présidents de la République aimaient venir là. Oui, alors, ils sont tous venus. tout le monde a sa place Tout le monde a chez sa lui. place chez lui. Et tout le monde est reçu de la même façon. Bon. La gourmandise, c'est pour tout le monde. C'est comme le bonheur. Qu'est-ce qui reste de Monsieur Paul chez tous les cuisiniers? Qu'est-ce qui reste chez vous, en fait? Qu'est-ce qui fait que on l'oubliera jamais en cuisine? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Je pense déjà sa sympathie, son humilité, parce que c'est quand même quelqu'un, c'est un très grand monsieur, mais qui a toujours su rester humble. Paul Bocuse a été vraiment l'homme à nous faire sortir des cuisines, c'est-à-dire à faire sortir le cuisinier derrière les fourneaux, à le médiatiser. L'idée, elle est partie en 1965. Monsieur Paul a été le précurseur, un des premiers à aller au Japon. Et à l'époque, c'est le bout du monde, hein. Exactement. Et il a été le chef de file de toute une lignée de chefs. Les Michel Guérard, Trois Gros. L'aventure américaine était un peu plus tard, il me semble que c'était en 1975, où vous avez monté le pavillon français avec Roger Verger et Gaston Lenôtre. À Disney World. À Disney. Alors ça, c'est quand même culotté. Parce qu'un chef 3 étoiles qui s'installe dans le parc Disney World, il n'y avait que lui qui pouvait faire ça. Mais voilà, Paul Bocuse, ça résume, c'est ça, un avant-gardiste, un visionnaire. Pour ceux qui n'ont jamais eu la chance d'aller dans un établissement de ce genre, alors qu'est-ce qu'on mange dans un restaurant triplement étoilé? En cuisine, on parle souvent d'un plat signature. Le plat signature, ça veut dire que c'est le plat le plus connu du chef, quoi. Ah oui. Alors oui, normalement, un plat signature, chaque chef en a un seul. Mais comme on est chez Paul Bocuse et que depuis un demi-siècle, on a 3 étoiles finalement dans la carte, et il y en a, tous les plats de la carte sont finalement des plats signature. Ce qui est très embêtant, parce que si on change le menu, il pourrait y avoir des manifs à Lyon. Ah oui, si. Et alors, là, je vous ai fait une sélection. Regardez, le rouget en écaille de pommes de terre. Ça, c'est l'un des plats signatures de Monsieur Paul. On va remettre la cloche pour qu'il reste chaud. Regardez, de l'autre côté, on a la vessie, la volaille truffée en vessie. Cette volaille, on l'a truffée et on l'a fait cuire dans une vessie, et ça va permettre de la cuire justement à l'étouffer et de garder toute cette tendreté de la chair. Et puis alors surtout, là, un monument, c'est une star dans la cuisine. C'est la soupe VGE. Vous la connaissez, William? Regardez comme elle est belle. Mais je la connais de nom, oui. Là, cette soupe, c'est la soupe à la truffe Valéry Giscard d'Estaing, qui a été faite à l'occasion de la remise de la médaille de la Légion d'honneur du président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, qui remettait cette Légion d'honneur à Paul Bocuse. Et il a servi cette soupe dans les salles de l'Élysée. Et puis alors là, attention, hein, il veille à la salle, c'est Monsieur François. Ah, Il vient Monsieur d'être François, bien champion sûr. du monde. C'est un peu c'est un peu le Zinedine Zidane de la salle. Il a été élu meilleur directeur de salle au monde. Ah, quand même, ça vous en bouche François à quoi, là, Pipin, William? bien sûr, bien Et sûr. alors, là... Ouais. Et alors, juste pour terminer quand même, il faut s'imaginer que c'est tous les matins comme ça. Il y a à peu près 70 personnes qui s'activent tous les matins pour faire vivre ces 3 étoiles. Et surtout, on est ouvert 7 jours sur 7. C'est une volonté de Monsieur Paul. Il dit toujours qu'on ne peut pas choisir sa date d'anniversaire, donc on ne peut pas arriver un jour où le restaurant est fermé. C'est impossible. Voilà. Alors, Imaginez, pas juste pour C'est finir, pas mal. parmi les nouveaux 3 Oui. étoiles que l'on connaîtra à 10h ce matin, est-ce qu'il y a des restaurants que nous avons, vous avez à Télématin, que nous avons déjà visités? Alors, je pense qu'il y en aura certainement, mais en tout cas, il y a une chose sûre, c'est que le guide Michelin ne dit rien. C'est-à-dire qu'avant 11h aujourd'hui, personne ne sait ce qu'il y a dans le guide. On sait juste que 616 étoiles seront dans le guide. Ah non, je vous jure. Il y a vraiment un vrai embargo sur cette information. Personne ne sait quelles sont les tables qui ont 3 étoiles. Voilà. Mais bon, moi, je suis plutôt confiant pour la maison. Hein. Vous inquiétez pas. Ah hein. bon, ça va, oui. Alors, 2 choses. D'abord, vous saluerez Monsieur Paul, notre ami de toujours, et puis vous saluerez les équipes, parce que j'ai vu qu'ils avaient travaillé toute la nuit pour préparer les plats qu'ils vous ont montrés rapidement là. Alors, merci, messieurs. Les équipes, ils sont là depuis 6 heures avec nous. Je sais bien. Encore bravo. Merci. À plus tard. Au revoir. Alors, on commence
commence avec Anna Reinhardt qui va vous emmener ce matin, parce qu'elle a les clés de ça aussi, dans les coulisses d'une comédie musicale très très attendue. Pourquoi très attendue? Puis si je vous dis le nom, ça vous dira peut-être quelque chose, Saturday Night Fever. Alors oui, ça n'avait jamais été joué ici? Non, ça n'avait jamais été adapté en France. La fièvre du samedi soir. Pourtant, film mythique de 78, on se souvient de John Travolta dans ses pantalons de taille haute, si sexy pourtant. Et pas de def. Et pas de def, absolument. Qui mettait le feu aux planches de l'Odyssée 2001, le nom de la boîte de nuit dans lequel il se révèle chaque nuit dans le film. Et c'est, en fait, on rigole, le disco, c'est la danse, c'est la fête, c'est tout ça, mais on oublie que c'était socialement très important. C'est la première fois que des communautés blanches, noires et hispaniques aux États-Unis se retrouvent le soir dans les mêmes lieux. Jusque-là, c'était un peu chacun sa culture, chacun sa boîte de nuit. Et le disco a un peu mélangé tout le monde. Comme quoi, hein, la fête, ça a beaucoup de sens quelquefois. Et là, c'est le cas. Et là, alors, l'adaptation française, surtout, je n'ai pas encore parlé de la musique des Bee Gees, qui a quand même, la bande originale de ce film a battu tous les records avec 40 millions d'albums vendus. C'est complètement fou et on connaît tous par cœur. Oui, beaucoup. Non, Staying Alive, non? Si, bien sûr. We should be dancing, tout ça. Non, mais Saturday en plus, c'est vrai Night qu'elle Fever. chante juste. Il chante en français ou en anglais? Alors, il y a, en anglais, il y a plein des tubes originaux qui sont dans le spectacle et aussi de la musique originale. Mais vraiment, l'histoire, ce qui est sympa dans cette mise en scène, c'est que l'histoire du film, cette histoire d'amour entre Tony et Stéphanie est complètement respectée. Justement, elle soulève ces questions-là de ce qui se passait, ce que le disco rendait possible. Le mélange des communautés au-delà de la musique, oui, bien sûr. Bon, voilà, et on est allé les voir en plein boulot, ça commence ce soir. Ah oui. Donc autant vous dire qu'ils étaient bien tendus, les chorégraphies sont pas fastoches, mais à mon avis, personne ne restera assis sur son siège. C'est au Palais des Sports à Paris. Avant tout, il fallait respecter l'œuvre, qui est une bande-son mythique, les Bee Gees, que des tubes. Il fallait surtout pas dénaturer ça. On a repris toutes les bandes-son qu'on a dynamisées tout en respectant tous les codes disco. Pour autant, il y aura des originaux comme la 5e de Beethoven, comme certains tubes. Mais aussi, on a des chanteurs live en scène qui reprennent tous les tubes. Alors, on n'a pas forcément les voix aiguës, mais en tout cas, on a toute cette dynamique fidèle aux Bee Gees et fidèle à la bande-son. Pour les costumes, on avait envie évidemment de paillettes, de couleurs, de vie. Les danseuses, les danseurs sont beaux, sont sexy, il fallait qu'on garde ça. Il y a eu un travail effectué sur les choix des tissus, sur les coupes, pour qu'on reprenne tous les codes essentiels qui ont fait le succès et le charme de cette époque. C'est un appel à la danse, à la sensualité. C'est avant tout l'histoire de Tony Manero et de Stéphanie. C'est une rencontre amoureuse, sensuelle, charnelle. L'idée, c'était quand même de garder l'authenticité des personnages, la naïveté de Tony, l'originalité et la droiture de Stéphanie et un peu le malaise au début de leur rencontre et tous leurs efforts pour essayer de se comprendre et de se découvrir. Tony, il se prend des claques à tous les tableaux, en fait, parce qu'il est très, très premier degré, il est très innocent. Mais au final, il se transforme et il a envie de changer. Grâce à moi. Ouais. Alors mon personnage, moi, il est beaucoup moins présent dans le film quand même. Et c'est vrai que dans le film, elle est beaucoup plus fermée, elle est bête sec, elle est très autoritaire, elle est très froide et tout ça. Et la volonté de Stéphane était quand même de garder le sourire et de rester un peu pimpante. Donc du coup, j'ai un peu fait un méga mix d'une Stéphanie 2017. Alors attention, en place tout le monde. Ce qui me fascine dans toutes les périodes un peu comme ça, festives, joyeuses, et notamment donc le disco, c'est cette générosité, cette liberté. Voilà, c'est vraiment deux mots essentiels. Dans cette énergie, en tout cas collective et transmissible, c'est un appel à la fête. Si on peut embarquer les gens à non pas uniquement assister à un spectacle, mais à pouvoir aussi participer, se lever, danser, chanter, eh bien ça fait du bien.
C'est une troupe française. C'est une troupe Parce française. que là, des on a artistes aperçu français. Fauve Otto, ouais. Otto, hein. Ouais, qu'on a vu sur des plateaux danser avec pas mal de stars. Oui. Et elle a un grand talent et surtout un grand sourire. Elle communique une pêche incroyable. Mais, Elle démarre ce soir. Quand on la regarde, on se dit, tiens, elle est contente de faire ce job. Exactement. Et du coup, nous aussi, on est contents. C'est un peu comme nous. C'est ça, voilà, exactement. Parfait. À partir de ce soir, ça va durer des mois. Ça part en tournée dans toute la France. C'est inratable. Merci, Anna. Téléphone qui sonne et y a jamais personne. Il répond tacatou, 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 bon. Gaston, y a le téléphone qui sonne. 60e anniversaire, s'il vous plaît, de ce personnage du dessinateur génial, dessinateur belge André Franquin. Il s'agit de Gaston Lagaffe, 60 ans, et le centre Georges Pompidou a une bonne idée. Ah, tout à fait. Alors, rendre hommage à Gaston pour les 60 ans. Vous savez qu'il avait apparu dans Spirou, on avait mis au début des pas, des traces de pas dans la marge du journal. Quelqu'un arrivait. Et puis, ils ont joué, ce qui est formidable, ils jouent entre l'illusion et la réalité, parce que Gaston Lagaffe joue le rôle de quelqu'un qui arrive dans le journal, comme il arrive dans les bureaux, pour avoir un boulot. Ouais. Qui vous a amené, je sais Il arrive pas. c'est Spirou. Hein, Voilà, c'est dans le journal Spirou, il arrive, on m'a proposé de venir, on veut me faire travailler, il savait pas, il savait pas ce qu'il voulait ou quoi. Et de fil en aiguille, il s'incruste dans le journal. Il ne fait rien du tout. Oui, Il dort dans les placards. Oui, il fout rien. Il ne fout strictement rien du tout. Alors au début, il est arrivé avec un costume. Dès la deuxième apparition, on lui a mis un petit col roulé vert qui arrivait au-dessus du nombril, les espadrilles élimées, et il est là avec son hérisson qui s'y frotte, avec le brigadier Lontarin en bas qui ne pense qu'à verbaliser sa vieille voiture, son vieux taco jaune. Et il sème le bordel comme rarement on a semé le bordel dans un journal. À tel point qu'un jour, dans les colonnes du journal, il est arrivé, dans les colonnes de la bande de son histoire, il est arrivé avec une vache. La direction de Spirou l'a viré, si vous voulez. Mais ils l'ont vraiment viré. Je veux dire, ils ont joué sur le fait que c'était une illusion vraie. Il a disparu et les lecteurs ont écrit pour demander le recours, le retour à la réintégration de Gaston. Il ne faut pas nous priver de Gaston. Alors c'est un personnage, je trouve formidable, complètement lunaire, un bobo, baba, complètement baba, beatnik en plus, qui est là, qui ne fait rien. Et surtout, moi, ce que j'adore, en plus, il aime les animaux. Vous savez qu'on l'a fait il y a des cartouches de Gaston Lagaffe faites par, vous l'avez dit, le génial Franquin. Il défile pour Greenpeace, il recueille des animaux partout et tout. Il est dans l'esprit du temps. Il est un miroir qu'on promène sur une société. Depuis 60 ans, il raconte les travers. Sauf qu'à l'époque, il était terriblement moderne. Ça n'existait pas des personnages comme ça. Il a inventé quelque chose. Et après, on s'est dit, mais ça existe des gars comme ça. On en a plein. Bon, alors nous retournons donc au centre Pompidou. Nous étions dernièrement pour voir cette exposition consacrée à Gaston. Voilà. Gaston Lagaffe au centre Pompidou. Gaston Lagaffe, c'est le personnage auquel tous les lecteurs veulent ressembler. Mais curieusement, il n'y a aucun des parents qui aurait envie que leurs enfants deviennent un personnage comme Gaston Lagaffe. C'est le garçon qui fait les conneries auxquelles on peut tous penser à un moment ou à un autre, par rapport à son chef, par rapport à la société qui nous entoure. Que ce soit en 57 ou que ce soit aujourd'hui encore, Gaston est franchement marginal et c'est comme ça qu'il est heureux. Il est antimilitariste, il est anticlérical, il est pour la sauvegarde de la nature, etc. Mais en un mot, il est vraiment pour les libertés individuelles. Et c'est vraiment quelque chose que Franquin défendait très fort. Et Gaston lui servait vraiment d'exutoire. C'était même une espèce de personnage par lequel il vivait par procuration. Avec Gaston, il pouvait se permettre de critiquer, de dénoncer les abus. La guerre des parcs-mètres, c'est la plus belle dénonciation des abus de notre société. Et alors que lui, Franquin, dans la vraie vie, il mettait sa petite pièce consciencieusement dans le parc-mètre et il en avait presque honte. Gaston Lagaffe, quand il naît en 1957, c'est pas encore un personnage de série de bande dessinée, à proprement parler, c'est un personnage bouche-trou. Donc il est né de l'imagination conjointe d'André Franquin, son auteur, et du rédacteur en chef de Spirou de l'époque, qui s'appelait Yvan Delporte, qui se définissait comme un anarchiste. Et c'est un personnage dont la fonction est en fait de remplir les blancs laissés par la maquette. Très vite, à la fin de l'année 1957, en décembre, ça devient une série à proprement parler, sur 2 strips, et le personnage va pouvoir prendre de l'ampleur, et Gaston devient un petit peu une éponge de toute l'évolution sociale, de toute l'évolution politique, de tout le discours des années 60.
C'est un défenseur de tous. C'est vraiment, il est du côté du plus faible. Lui, il veut le bonheur du monde. Franquin s'est toujours défendu de s'être inspiré de vrais personnages pour créer Gaston et toute la rédaction. Pourtant, il y avait par exemple une jolie secrétaire rouquine avec une queue de cheval qui s'émerveillait devant chaque chose, chaque personne. Et tout le monde savait qu'elle était Mademoiselle Jeanne. On se rend compte que le côté intemporel de ce personnage, il est vraiment lié à la manière dont il a été construit, dont il a été pensé de manière naïve peut-être d'une certaine manière. C'est fait pour faire rire, mais de manière extrêmement authentique. Enfin, je pense que Franquin a mis toutes ses émotions, tous ses engagements. Je crois que ça, on en fait tous l'expérience dans nos propres vies. On a parfois envie de réagir et on aimerait bien avoir un Gaston Lagaffe comme voilà, alter ego. Franquin, que vous venez de voir là, dans l'école belge, probablement l'un des trois plus grands. Tout à fait. Alors vous savez qu'il y a des gens qui s'y prennent au jeu parce que quand il avait des espadrilles tellement élimées, il y a un fabricant d'espadrilles qui a envoyé des espadrilles au journal, changer à tout prix, changer. C'est une mauvaise publicité pour les espadrilles. Mais c'est un délice. Et ce qu'on dit, c'est un ami de la terre, un ami des animaux qui ne veut que la paix, que le bonheur autour de lui. Un espèce de Saint-François d'Assise dans ses bureaux où il dévaste tout. Et regardez le personnage en bas à gauche, là, qui est une espèce de pivert énervé. C'est Monsieur de Mesmaquer, où il faut à tout prix péter les contrats et empêcher que les contrats soient signés dans les bureaux de Spirou. Avec Prunel qui s'énerve. Sortez, lui dit Prunel. Voilà, quoi. Alors, c'est au Centre Pompidou. C'est jusqu'au 10 avril prochain. Cette très, très belle exposition d'un personnage qui nous est cher au cœur. L'entrée est gratuite. Hein. Je vous signale ça. Tout à fait. Si jamais ça peut vous intéresser. Merci. C'est vrai que c'est un peu c'est au couteau. D'accord. On continue avec l'actualité du cinéma. Et le 15 février prochain sortira Rock and Roll. De quoi s'agit-il? Il s'agit du 5e film de Monsieur Guillaume Canet, que vous voyez à gauche dans son lit, à côté de Marion Cotillard, sa femme dans la vie, mais sa femme dans le film aussi, puisqu'il parle beaucoup de lui, et de sa femme et de ses amis qui ont tous le même nom. Figurez-vous, c'est pas n'importe qui. C'est Johnny Hallyday, c'est Gilles Lelouch, Yvan Attal, Kev Adams, et j'en passe. On voit ça tout de suite avec Charlotte Boutou, qui a eu la chance de le rencontrer, Monsieur Guillaume. Bonjour Guillaume, comment ça va? Ça va bien et vous? Un peu comme ça ou pas? Bah ça commence. Gaspard Ulliel, Pierre Ninès, un peu la nouvelle génération. Ils sont un peu ce que vous étiez à l'époque. Enfin quand même, vous faites partie des acteurs plus rangés. Salut mon pitou! Je comprends pas trop comment vous voyez là, vous vous trompez. Hein. Allez, bonne nuit mon amour. Vous qui vous êtes souvent plaint de l'intrusion des médias dans votre vie privée, là, vous nous invitez chez vous. J'ai toujours protégé ma vie privée, je le fais toujours. La seule différence, c'est que là, c'est moi qui décide de me moquer de moi-même. C'est ça. Et ce que je raconte, on ne sait pas si c'est vrai, si c'est faux. Sous prétexte qu'on est en couple, ça veut dire qu'on baise plus? Je la baise, moi, ma femme. C'est que ce soir, je vais te baiser comme une bonne grosse salope, toi. Non, mais c'est une phrase de dialogue pour une scène que j'ai demain. Ça faisait longtemps que je voulais faire un film sur l'image. Ayant subi, évidemment, avec Marion pendant longtemps des sortes d'intrusions dans notre vie où on devait vivre avec et faire avec. Et à un moment, je trouvais ça intéressant de voir à quel point les gens pouvaient soit fantasmer, soit imaginer des choses sur notre vie. Bonsoir. Quand je vais dire à ma mère que je vous ai rencontré, elle va être comme une dingue. Quoi. Ah ouais. Je vous souhaite une longue et belle fin de carrière. Salut. Merci, au revoir. Petit connard. Finalement, les gens croient ce qu'ils ont envie de croire. Et moi, par rapport à mon image, quoi que je fasse, les gens auront une image de moi. Donc mon point de vue là-dessus, c'est que l'image, elle appartient aux gens. Et voilà. Il le mérite tellement, Pierre. Moi, j'avais l'impression de voir Yves Saint-Laurent. Tu l'as connu, toi, Saint-Laurent? Pas plus que ça. On va fermer ta gueule, alors. En tout cas, nous les filles, ça nous fait beaucoup de bien de voir que les hommes sont aussi concernés par ça, par l'image, et que ça les stresse et que ça les tracasse. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans une société qui, de plus en plus, nous oblige à rentrer dans une sorte de norme où il faut, avant, avoir de l'embonpoint, c'était plutôt réconfortant. C'était bien vu, mais c'était les bourgeois, absolument. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, il faut être svelte, il faut manger bio, il faut faire du sport, il faut surtout pas fumer. Écoute, je vais te dire un truc, Jérôme. C'est très difficile d'être rock aujourd'hui. Johnny, donc vous voulez être rock dans le film, vous allez voir le roi du rock. Voilà, c'est ça. Le personnage va essayer dans sa quête de devenir rock et d'aller le plus loin possible. Et puis Johnny lui explique finalement que ça sert absolument à rien. C'est devenu ringard de péter une chambre d'hôtel.
Quelque part, le message du film, c'est que être rock aujourd'hui, façon, il est si trop ça tard. veut vraiment dire quelque chose, pour moi, en tout cas, c'est d'avoir la liberté d'être qui on a envie d'être, quoi. On va pouvoir enfin faire pousser nos bennes. Je suis tellement contente, je n'ai les yeux dans l'eau. Marion Cotillard, dans le film, elle s'entraîne pour un rôle, elle doit parler québécois, donc elle parle québécois H24. Elle parle tellement bien québécois Qu'elle est que j'avais sous-titrée. été obligée de la sous-titrer. Est-ce que c'est vrai ou pas que c'est Xavier Dolan qui a écrit? Ouais, j'ai demandé à Xavier de m'aider à traduire C'est très les chic, dialogues. ça. ouais. C'est rendu que je te reconnais plus, Guigui. Ça va, tu peux parler, hein, Garou, hein. Putain, ras-le-bol des rôles à Oscar, hein. C'est un film qui s'adresse à tout un chacun, puisque c'est un truc qui touche tout le monde. Le jeunisme, ça touche tout le monde. L'image que l'on a de soi, qu'on renvoie aux gens, les crises existentielles, ça touche tout le monde aussi. Merci beaucoup, Guillaume, et bravo. Merci à vous. Hein, je vous l'avais dit, elle est formidable. Je suis tellement content. Ah, je te reconnais plus, Guigui. Je l'appelle Guigui. C'est pas des allures, ce que tu fais là? Bon, c'est le 15 février que ça sort, ça.